permet maintenant de donner la parole à Olivier Houdet. Les deux exposés, nous venons de l'apprendre, sont très liés. Et son exposé est consacré aux origines du dialogue des cultures chez l'enfant. J'ai le plaisir, le privilège d'écouter la première fois Olivier Houdet à Venise, dans un contexte où tout a été fait pour voir cette mobilité et changement des points de vue chez l'enfant. Et j'ai été très impressionné et fasciné par son exposé. Olivier Houdet est en ce moment à l'Institut universitaire de France et il appartient à l'Université de Paris-Descartes. Et je le remercie, je lui donne la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les professeurs Alain Berthoz, Carlo Sola et Brian Stock de leur invitation à ce colloque pluridisciplinaire et tout particulièrement les remercier d'introduire la psychologie du développement de l'enfant comme l'un des premiers éclairages, et la conférence d'Alain Berthoz vient de nous le confirmer, de cette question des fondements historiques et cognitifs de la notion de point de vue. Pour commencer, un clin d'œil à l'actualité. Comme vous le savez, le Festival de Cannes a accordé sa Palme d'Or 2008 pour célébrer l'école et la pluralité. Alors, il est vrai que l'apprentissage du vivre ensemble, de la pluralité interprétative, passe essentiellement par l'école, même si, comme je tenterai de le montrer dans cet exposé, et on a déjà vu avec celui d'Alain Berthoz, cette question de la pluralité débute beaucoup plus tôt, dès la naissance, chez le bébé. L'objectif de cette conférence est de décrire les racines, les fondements cognitifs de la découverte de l'humain, du dialogue des cultures, en se centrant sur une notion consubstantielle qui a déjà été abordée dans l'exposé de Brian Stock du point de vue de l'identité nationale. Ici, ce sera l'identité psychologique de l'enfant. Donc, je vais essayer de traiter à la fois de cognition et d'identité pour aborder cette question des points de vue. Du point de vue cognitif, l'important réside dans deux notions remarquables par leur simplicité, mais qui existent et se déclinent à tous les niveaux d'organisation du vivant, l'activation et l'inhibition, dont on a pu montrer avec mon équipe dans le domaine logico-mathématique que ce sont des mécanismes clés du développement cognitif, et ils le sont de l'adaptation de l'environnement, de l'enfant, à son environnement social et culturel. Plus précisément, on entend par activation mentale dans une partie du cerveau qui s'appelle la mémoire de travail, notre capacité à activer une croyance, un point de vue, considérant ici que la culture, c'est un système de croyances et de points de vue. L'intérêt du schéma, de la séquence cognitive que vous avez sous les yeux, est de montrer assez clairement que l'activation de la croyance ou du point de vue de l'autre exige en général préalablement l'inhibition de sa propre croyance et de son propre point de vue. Et ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi, et c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles pour le cerveau humain que d'inhiber ses propres croyances. C'est en ce sens que l'on considère que cette inhibition requiert un effort cognitif que l'on appelle exécutif et qui renvoie, je pense, à ce qui a été souligné par Brian Stock en termes de position intellectuelle, la pluralité interprétative comme une position intellectuelle, comme un choix volontaire. En termes psychologiques, c'est ce que l'on appelle un effort exécutif. Et dans nos travaux sur la pédagogie du raisonnement, nous avons pu montrer que l'apprentissage de cette séquence cognitive d'inhibition et d'activation peut entraîner dans le cerveau un changement assez radical de point de vue, c'est-à-dire d'analyse par rapport à une même situation. C'est ce que l'on appelle la variabilité intra-individuelle, la flexibilité qui a été évoquée tout à l'heure. On parle aussi de fluidité par opposition à ce qui pourrait caractériser le côté cristallisé de notre intelligence. Pour la suite de l'exposé, je pense que dans ce colloque sur la pluralité interprétative, il sera beaucoup de questions de variabilité interindividuelle, mais en référence à ce que je viens de décrire, je pense qu'il faut fortement souligner qu'au cœur de tout cela est la variabilité intra-individuelle en termes de séquences, de processus exécutifs, de choix, de prise de décision.
Concernant donc la notion consubstantielle d'identité, elle se définit par deux aspects qui sont tout à fait complémentaires et symétriques. On sait que l'identité, c'est premièrement le rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude. De point de vue, ils sont identiques. Donc c'est déjà ça, l'identité. Par ailleurs, de façon complémentaire, l'identité, c'est aussi, deuxième aspect, le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. De ce point de vue, il est différent de tous les autres. Et l'identité ainsi définie se construit au cours du développement de l'enfant à travers trois stades que l'on peut caractériser par des fonctions psychologiques importantes. L'imitation de 0 à 2 ans. Je ne savais pas qu'Anna Berthos parlerait autant de psychologie de l'enfant, donc il y aura une harmonie entre nos conférences. L'imitation entre 0 et 2 ans, la conscience de soi dont l'une des formes émerge un peu avant 2 ans, entre 18 et 24 mois, et ce que l'on appelle la théorie de l'esprit entre 2 et 6 ans, qui prend évidemment après cet âge aussi des formes plus complexes chez l'enfant, à l'adolescent et à l'âge adulte. Donc ces trois étapes vont structurer la suite de l'exposé. Première étape, l'imitation, dont il faut d'emblée voir qu'elle se situe sur le pôle, par ces phénomènes de résonance motrice déjà évoqués, qu'elle se situe sur le pôle activateur du schéma cognitif que j'ai décrit. L'exemple donné tout à l'heure, que je reprends avec un éclairage complémentaire, dès la naissance, quelques minutes ou heures de vie, on sait que le bébé est capable d'imitation de mouvements faciaux de l'adulte, en l'occurrence la protrusion de la langue, et cette conduite est fondamentale du point de vue psychologique parce que, premièrement, elle montre en termes cognitifs que le cerveau humain est d'emblée capable d'un appariement intermodal, vision, kinesthésie, mouvement de la langue, et du point de vue social, cette conduite montre que le bébé est d'emblée gourmand d'intersubjectivité. Et cette intersubjectivité, elle se traduit dans le cerveau par un phénomène dit de résonance motrice, qui est un phénomène d'activation. Les mêmes réseaux de neurones sont activés que l'on imite ou que l'on soit imité. Alors, ce qui est important, c'est que cet premier aspect, donc exemple de l'imitation néonatale, correspond au premier aspect également de la définition de l'identité. C'est-à-dire que l'imitation, c'est le rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude. De ce point de vue, ils sont identiques. Et c'est de ce rapport à partir de ce rapport que va être initiée l'intersubjectivité et qu'ensuite l'esprit, le cerveau de l'enfant sera ouvert à l'apprentissage culturel humain à l'école élémentaire comme à l'école secondaire. Toutefois, on ne peut pas, l'enfant comme l'adulte, ne peut pas vivre en état perpétuel, permanent d'imitation et de résonance motrice. Sinon, vous seriez, alors que je parle et suis en mouvement, en train de m'imiter. Et ce serait une conduite inadaptée. Et c'est là qu'intervient le rôle clé de l'inhibition, définie en termes de séquences exécutives d'inhibition et d'activation, comme décrite tout à l'heure, dont il a pu être montré par Adele Diamond en Amérique du Nord que cette séquence exécutive pouvait, dès l'école maternelle, être déclinée en séquences pédagogiques. Et vous voyez par exemple ces deux petites filles, celle de droite tient une oreille en main, qui par ce jeu exécutif lui permet d'inhiber sa propre action, c'est-à-dire sa parole et son activité de lecture, pour laisser l'autre enfant apprendre à lire. On sait aussi que, du point de vue de la maturation de ces régions dans le cerveau, les systèmes sensorimoteurs qui sous-tendent, par exemple, l'imitation néonatale sont les plus précoces et que les systèmes exécutifs préfrontaux, dont l'inhibition est une propriété cardinale, émergent plus tardivement au cours de l'enfance et de l'adolescence, ce qui rend aussi cette capacité d'inhibition de l'action plus, et après on le verra des croyances, plus fragile et plus susceptible d'influence, voire de manipulation. Toujours en suivant ces racines intra- et interindividuelles de la notion de point de vue, le deuxième exemple, sur lequel je passerai rapidement, mais qui est néanmoins fondamental, la conscience de soi un peu avant 2 ans, c'est le test très connu pour les psychologues développementalistes de la tache rouge faite sur le front d'un bébé à son insu et qu'il essaye
erronément, jusqu'à 18 mois, 2 ans, d'effacer sur le miroir. On sait que cette conscience de soi est aussi l'une des caractéristiques qui s'étiole en cas de maladie grave du vieillissement. Et l'essentiel à considérer pour le schéma progressif que je vous propose, c'est qu'elle est peut-être pas à l'origine, mais en tout cas un élément fondamental dans la conscience exécutive d'inhibition et d'activation et dans l'aspect 2 de l'identité décrite initialement, donc l'aspect complémentaire cette fois, la découverte du caractère permanent et fondamental de quelqu'un, en l'occurrence soi-même, et de ce point de vue, on est bien différent de tous les autres, même si l'image de soi peut évidemment évoluer au cours de la vie. Dernière étape, la plus importante, l'étape dite de théorie de l'esprit, comment l'enfant entre 2 et 6 ans va élaborer une théorie de l'esprit, et je vais essayer de vous montrer en quoi cette question est au centre de celle de la pluralité, du fondement historique chez l'enfant et cognitif des points de vue, car la théorie de l'esprit est la synthèse de tout ce que j'ai pu décrire précédemment, c'est-à-dire ces 2 aspects de l'identité, illustrés par l'imitation et la conscience de soi, et la synthèse de cela chez l'enfant au niveau mental et métacognitif. Les 2 exemples antérieurs, imitation ou conscience de soi, étaient encore comportementaux, externes, des actions à imiter, les reflets du visage dans le miroir. Les théories de l'esprit chez l'enfant vont exiger qu'il commence à raisonner de façon contrefactuelle et en inférant des croyances vraies ou fausses, les siennes ou celles d'autrui. Et de surcroît, il s'agit également, les choses sont ici superposées, d'une synthèse des 2 définitions de l'identité, le rapport que présentent entre eux 2 ou plusieurs êtres qui ont une similitude. De ce point de vue, ils sont identiques, et à cet âge, toute la difficulté pour l'enfant est de comprendre que tous les enfants ont un esprit, un cerveau, des croyances, et simultanément, le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, qui était le 2e aspect de la définition de l'identité, de ce point de vue, il est différent de tous les autres, comprendre que chacun a son esprit, son cerveau, ses croyances. Il faut tenir ces 2 éléments simultanément dans son raisonnement. Alors, comme l'a rappelé Alain Berthoz, le précurseur en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, a été Jean Piaget avec sa célèbre tâche des 3 montagnes de coordination des perspectives spatiales, où sa découverte fondamentale fut que, jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant croit que l'autre voit exactement ce qu'il voit, ce qu'on appelle donc l'égocentrisme enfantin, le manque de décentration. Je n'insisterai pas sur cette tâche parce qu'une autre, plus discriminante du point de vue des capacités précoces de l'enfant à la coordination des perspectives, a été mise au point dans une approche post-piagétienne, et cette autre tâche est celle de Maxi et le chocolat, que je vous résume. C'est une tâche dite d'inférence de fausses croyances. C'est l'histoire de Maxi, que vous reconnaissez par le grand M sur le dos de son t-shirt, c'est le petit bonhomme avec un grand M. Maxi revient d'avoir fait les courses avec sa maman et range le chocolat dans le placard bleu. Ensuite, Maxi va jouer dans le jardin. Pendant ce temps, sa maman confectionne un gâteau en utilisant une partie du chocolat et en rangeant le reste du chocolat dans le placard rose. Il y a donc changement de localisation spatiale de l'objet. Lorsque Maxi revient, on demande à l'enfant qui se trouve en premier plan et qui est l'enfant que le psychologue interroge et qui assiste à cette scène, on demande à l'enfant « Où penses-tu que Maxi va aller chercher le chocolat ?» Pour qu'on soit tous d'accord, la bonne réponse, c'est le placard bleu. Et le caractère extraordinaire de cette observation et de ce résultat est que le jeune enfant de 3 ans, symbolisé par le 3 sur son t-shirt, là, le jeune enfant de 3 ans répond avec une évidence qui s'impose à lui. Il répond que Maxi va nécessairement aller chercher le chocolat dans le placard rose. Il est donc incapable d'inférer la croyance, en l'occurrence la fausse croyance d'autrui. Il est incapable de mener un raisonnement contrefactuel. Le fait est ici que le chocolat est effectivement dans le placard rose, mais être capable de pluralité de points de vue nécessite, et c'est en ça que ça rejoint le pôle, cette fois inhibiteur du schéma, nécessite au niveau exécutif d'inhiber sa propre croyance vraie sur la localisation de l'objet pour activer ensuite, on parle de simulation dans ce cas-là, activer, simuler la croyance ou le point de vue de l'autre.
Et l'enfant entre 3 et 5 ans a une grande fragilité du point de vue de cette capacité exécutive et échoue assez systématiquement dans ce type d'épreuve. Dans cette construction importante du développement humain, le langage articulé qui émerge vers 2 ans joue sans doute un rôle essentiel du point de vue de la coordination des perspectives à travers la communication linguistique. Je n'en dirai pas davantage puisque Eddie Veneziano, psycholinguiste du développement, en parlera dans la conférence suivante. Je voudrais néanmoins dire, pour complexifier un peu le tableau, que plus jeune, plus tôt, avant 2 ans, dès 15 mois, ont été mis au point des dispositifs similaires ne faisant pas appel au langage. Vous retrouvez, j'ai remis en incrustation le dispositif précédent avec les 2 placards, vous retrouvez au niveau du matériel 2 écrans, un rose, un bleu et un objet. Vous imaginez que vous êtes le bébé observateur de cette scène visuelle. Vous constatez qu'un adulte va prendre l'objet, le cacher sous le placard bleu. Ensuite, on passe au point 2 de la procédure. L'adulte sort de la scène, revient et va rechercher l'objet là où il l'avait précédemment rangé. Jusque-là, tout est normal. Après, 2 suites possibles à cette séquence expérimentale. L'adulte sort de la scène. Il se passe, pendant que l'adulte n'est plus présent, mais que le bébé perçoit visuellement la scène, ce que vous allez voir sous les yeux au niveau de la flèche jaune. Vous voyez que par un dispositif mécanique, l'objet va être déplacé du cache bleu vers le cache rose. Ensuite, l'adulte revient et va chercher l'objet là où effectivement l'adulte doit croire qu'il est, derrière le cache bleu. Et la dernière séquence possible présentée au bébé, le numéro 4, l'adulte sort de la scène, donc jusque-là c'est identique, et revient, mais va rechercher l'objet caché derrière le cache, dissimulé derrière le cache rose. Chez le bébé de 15 mois, on observe une très nette surprise visuelle mesurée par les moyens vidéo et informatiques existants, surprise visuelle qui traduit le fait qu'il perçoit que la conduite, l'action de l'adulte est non conforme à sa croyance. L'adulte devrait effectivement croire que l'objet est toujours derrière le cache bleu. Donc cette surprise est considérée par les psychologues comme une chatouille de l'esprit, c'est-à-dire que ça lui chatouille l'esprit, et s'il y réagit, c'est qu'il y a déjà à ce niveau encore élémentaire, sensorimoteur, implicite, une première forme de prise en compte du point de vue de l'autre et d'inférence de la fausse croyance d'autrui. Cela n'exclut pas, comme on l'a vu dans les exemples précédents, que par la suite, et ça c'est un phénomène fondamental du développement, on a des progrès, des régressions, que par la suite s'observent encore des erreurs égocentriques plus tardives, que ce soit dans la tâche de Maxi et le chocolat, ou les erreurs égocentriques observées encore plus tardivement, jusqu'à 7-8 ans, par Piaget. Et on passe ici à cette belle citation de Fénelon, qui disait, pour cette question de la décentration, que l'on peut appliquer à la question de la décentration égocentrisme, le cerveau, de l'éducation des filles, il disait « Le cerveau de l'enfant est comme une bougie allumée dans un lieu exposé au vent, sa lumière vacille toujours ». Et c'est exactement ce qu'on trouve pour ces mécanismes d'activation et d'inhibition qui se renforcent et restent néanmoins, selon les situations, potentiellement fragiles. En conclusion, 2 processus fondamentaux, ce que j'ai essayé de démontrer, sont constamment à l'œuvre dans le cerveau de l'enfant, correspondant chacun à l'un des aspects de la définition de l'identité, l'un de résonance avec autrui, où l'on peut catégoriser l'imitation, la simulation, aller jusqu'à l'empathie, et l'autre, absolument nécessaire, de prise de distance par rapport à autrui ou à soi-même. Et c'est là qu'intervient fortement l'inhibition. Ces 2 mécanismes renvoient aux 2 pôles du schéma cognitif que j'ai proposé pour le développement, activateur, inhibiteur, et on peut penser que de leur équilibre fragile dépendent les qualités de respect de l'autre, de dialogue des points de vue, qui correspondent au double aspect fondant l'identité chez l'enfant et par rapport auquel il faudrait aujourd'hui repenser la pédagogie de la découverte de l'humain et des systèmes de croyances, considérant que les systèmes de croyances sont au fondement du dialogue des cultures.